Bonjour, mon nom est Audrey et je suis assistante de recherche pour l'ERSA euh, Québec. Et donc, aujourd'hui, je me situe à Jojoke, qui est un territoire ancestral occupé par les Haudenosaunee, donc les Kanien'kehá:ka, mais aussi qui a été visité historiquement par les Anishinaabe. Donc, on vous invite tous à partager le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui et les peuples autochtones qui ont sillonné et façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez. Je... Et nous vous souhaitons la bienvenue au neuvième et dernier webinaire de la série Pratiques innovantes et prometteuses favorisant la réconciliation, l'autochtonisation et la décolonisation des milieux postsecondaires et la réussite et la persévérance des étudiants autochtones. Ce webinaire portera aujourd'hui sur la recherche et les institutions par et pour les communautés autochtones. Merci, Léla. Donc, la recherche et les institutions par et pour les communautés autochtones s'inscrivent dans une perspective d'autochtonisation décoloniale telle que décrite par Gaudry et Lorenz. En effet, celle-ci réaffirme les façons de savoir, les visions du monde et les pratiques éducatives diverses des premiers peuples, tout en contestant l'hégémonie des paradigmes occidentaux. Ainsi, la recherche et les institutions par et pour les communautés supportent la résurgence des épistémologies autochtones, entre autres par la culture, les systèmes de gouvernance, les savoirs et les façons d'être, tout en centrant leurs activités autour des enjeux, des perspectives et des besoins des premiers intéressés. La recherche menée par et pour les communautés renforce les capacités locales des membres, répond aux priorités établies par les communautés et favorise son autodétermination. À l'heure actuelle, au Québec, il y a un petit nombre d'institutions postsecondaires et de centres et de projets de recherche dont la gouvernance est entièrement assumée par les premiers peuples. Malgré leur travail et retombées importants, ceux-ci rencontrent des défis majeurs auprès des acteurs autochtones, tant en termes de reconnaissance et de valorisation que de ressources et de financement. Le dernier webinaire de la série va mettre de l'avant les voix des personnes qui œuvrent dans ces organismes et on est vraiment très content des trois organisations qui sont représentées aujourd'hui. Donc, first, we have four. D'abord et avant tout, on a 4 présentateurs des recherches, des centres de recherche. Nous avons aussi Dante Torio, qui est un coordonnateur, Nicolas Chacapache, qui est responsable de la géomatique et la cartographie des habitats des sauvagines, et aussi Preston Robin, qui est responsable de la qualité des eaux usées, et Shisasibi Eyu, qui est ressource des recherches de l'Institut. Alors maintenant, je vais vous présenter ces gens extraordinaires. Alors allez-y. Le plancher est à vous, le micro est à vous. Bonjour, Dante Torio. Je vais partager mon écran maintenant avec vous. Dites-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous ne voyez pas bien. Oui, on voit très bien. Merci, c'est parfait. Alors allez-y. Mon nom est Dante Torio. Je suis biologiste marine, de la marine, marin, en fait. Je travaille au Theory. C'est une institution, je crois que c'est vraiment fondé sur la communauté dans la province de Québec. Et nous vous présentons ce document aujourd'hui de notre territoire. Alors, on fait beaucoup de recherches ici. Je vais surtout parler des oies parce que ce sont les ressources les plus importantes pour nous. Et je vais essayer de faire ma présentation et la garder brève et précise. Alors, fondamentalement, je vais vous donner un court aperçu sur la connaissance écologique traditionnelle et les rôles traditionnels que nous avons dans cette responsabilité.
Alors, on écoute beaucoup les histoires racontées par les animaux au sujet par les Autochtones et les aînés au sujet des animaux. Quelles sont les conséquences qui sont arrivées à nos animaux, à nos oiseaux? Comme on ne peut plus compter essentiellement sur la chasse. Alors, évidemment, les oies et la chasse, pour nous, c'est une chose importante et la qualité de l'eau l'est encore plus. L'une des importances fondamentales chez nous en écologie, c'est d'aider les chercheurs comme nous. Euh, il y a beaucoup de pression sur nous, évidemment. Les recherches et les questions, les réponses que l'on attend de nos questions. Et en fait, la question est, qu'est-ce qui rend les choses, qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce qui rend les oies fonctionnelles ou qui les engraissent ou pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de manger ou pourquoi est-ce qu'ils mangent trop? Alors ça, vraiment, c'est important pour nous. Et on essaie de répondre à ces questions qui nous viennent de la communauté. Qu'est-ce qui cause cette situation-là? On essaie de le transformer en une étude scientifique. Juste pour vous donner un exemple, un petit overview, un petit aperçu de ce qui se passe au niveau de ce projet. Par exemple, si on compare le niveau de sucre dans votre alimentation et le niveau de sucre qui augmente dans votre alimentation, c'est ce qui vous rend, qui vous engraisse, forcément. Alors, nous avons obtenu de nouvelles découvertes, de nouvelles connaissances à ajouter cette explication. Évidemment, ça ajoute à ce que les gens savent déjà à ce sujet. Aussi, nous avons la section aussi, parce que on a un déclin assez important dans la qualité et on a commencé dans les années 90. Et ça a été des conséquences vraiment dévastatrices. Alors, on a trouvé dans nos recherches qu'il y avait vraiment les algues aussi et l'herbe. Et il y a énormément, beaucoup trop de sucre. Et ceci a un effet sur la stabilité. Et ce n'est pas suffisamment efficient, ce n'est pas suffisamment protégé. Euh, qu'est-ce qui pourrait causer ce genre de situation? Parce qu'il y a cette espèce d'organisme qui cause énormément de dégâts. Et puis finalement, pour les oies, c'est très destructif. Nous avons découvert que ceci, grâce à notre connaissance traditionnelle, ce sont des zoostères, des bio-organismes qui sont vraiment absolument destructifs. Toutes nos recherches jusqu'à date sont basées par le même principe. Essayer d'utiliser le maximum de notre connaissance traditionnelle pour la nature, pour trouver exactement où sont ces endroits-là, sur quoi se concentrer nos recherches et aussi c'est le choix que l'on fait de nos connaissances autochtones. Alors, j'aimerais vraiment vous remercier à vous tous pour m'avoir écouté. Et si vous avez des questions au sujet de ma recherche et autre chose, ou de la présentation elle-même, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions.
Nicolas, vous avez quelque chose à ajouter? Je vais partager d'autres diapos. Suivant. Nicholas est mon nom. Je travaille déjà depuis quelques années, 2 ou 3 ans, je crois. C'était pas clair. Il arrive qu'on perde le son. Les oies et les saugines et les sauvagines sont vraiment les animaux les plus fréquents chez nous. Et leurs habitats sont dans la toundra. La méthode que nous utilisons, c'est une société électronique, évidemment, c'est des logiciels électroniques. Les instruments que l'on utilise aussi pour la cartographie. La transmission est vraiment difficile, mais on va continuer quand même. Le système que l'on utilise, c'est un système Sentinel-2 multispectorial, c'est-à-dire que les imageries sont de large spectrum. C'est vraiment une résolution très moderne, très avancée. Voilà quelques résultats que l'on a à partir de nos cartographies. Vous voyez ici la cartographie de Rogan River. La région rouge, c'est là où on a les habitats. Ça nous fournit exactement beaucoup d'informations au sujet du potentiel qu'il pourrait y avoir. Il y a une petite rivière qui, comme vous voyez sur l'écran ici, qui coule. Et qui offre un habitat potentiel. Durant les mois d'été, on a des petites baies, on a observé différents espaces, on a certaines végétations que l'on peut trouver pour soutenir notre chasse et notre pêche. On a différents éléments.
On utilise aussi les lignes de trappe. Désolé, c'est... Est-ce que je vous peux vous demander pour les autres présentations que vos collègues sont un peu plus près de l'écran? J'ai pas voulu vous interrompre, mais on ne peut pas les entendre. Ça coupe et c'est très long. C'est très intéressant, mais c'est très intéressant. On aimerait bien pouvoir vous entendre, mais c'est très grand et on vous perd un peu dans le décor. Est-ce que vous pouvez mieux voir maintenant? Oui, on voit bien. On voit Fort George. Alors voilà. Ma présentation, on va se concentrer sur les études sur cet endroit, Fort George, la cartographie de Fort George. Je travaille déjà sur ce projet depuis 1 an par l'université qui est localisée chez nous. Nous avons décidé de travailler déjà depuis 1 an, plus d'1 an. Ici, c'est une localisation que l'on a sur Port George, c'est une île. C'est là que nous travaillons. Et toute cette zone jaune sur le nord-ouest. La fin de la route ici, c'est Ottawa. Et ici, pour un peu d'historique, l'importance sociale, l'île est très importante pour nous parce qu'on l'utilise beaucoup pour ce qu'on appelle Mamui Widow, c'est-à-dire la situation que tout le monde se rassemble, un rassemblement. On y développe des activités sociales comme des jeux, un peu de tout. On aussi l'utilise pour la fiche, la pêche et la trappe à l'année longue. Les gens avaient l'habitude de vivre sur cette petite île jusqu'en 1980, dû à l'érosion qui continuait de croître. On a été éliminé ou on s'est éloigné un peu de cette île. Il y a aussi des tombes qui sont marquées ou pas marquées sur le continent. Il y a aussi la présence de versants. Il y a aussi beaucoup de contamination possible. Il y a des sites d'enfouissement aussi. C'est probablement tout le long de la rivière, la Grande Rivière. La Grande Rivière, c'est un lieu de dépôt de sable. C'est évidemment, il y a beaucoup d'érosion due à cette terre de sable. À gauche, le plus démontre un peu le côté nord-est de cette île. C'est là qu'on a fait beaucoup d'études. Est-ce que vous voyez le long de la côte, là, le long du... Il y a peut-être 31% de perte de territoire à cause de l'érosion. On remarque que l'érosion avance rapidement parce qu'il y avait des arbres ici en pleine santé qui tombent, tombent dans un creux, ça se forme comme un encavement et il s'y enfonce. Alors, comme ici, vous voyez les décharges orangées qui se déposent ici dans des creux et ça vient de l'île. Et ici, tout à la droite, la photo de droite, vous montre les espaces de remplissage.
Et c'est finalement, ça augmente l'érosion aussi. C'est des charges de toutes sortes de produits sur le terrain. Ici, j'essaie d'utiliser le Google pour essayer de mesurer les lignes d'érosion et pour tracer tout le contour. J'allais peut-être vous ajouter une cartographie ici, mais pour vous montrer, mais c'est vers le nord de la Terre, de l'île. Ici, on était dans les années 56. Et voilà, vous voyez ici les lignes qui ont changé, l'évolution de l'érosion. Il y a un changement énorme ici. Regardez les distances. Et la dernière que l'on a fait, c'est en 2021. La raison pour laquelle il y a différentes lignes et différentes années où est-ce qu'on le fait, parce que ce sont des données qui sont disponibles. Et j'ai eu beaucoup d'aide du collège, des professeurs à l'UQAT qui nous ont vraiment fourni ces vieilles ou ces anciennes photos des années 56. Alors, on a pu comparer, on a pu utiliser ça comme référence. C'est à peu près tout pour moi. C'est un projet qu'on continue tout le temps. Ça prend du temps. Il faut y mettre du temps. Est-ce que vous avez quelques questions? Alors, à la toute fin de la présentation, je serai disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Ready? Hold on. This one is sharing first. Okay. Hi, my name is Preston Sun. Mon nom est Preston Sun. Je vous parlerai davantage sur les eaux usées. J'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a 4 mois, 5 mois déjà. Je vais essayer de vous expliquer les notions de base. D'abord, vous allez probablement vous poser la question, qu'est-ce que c'est la surveillance des eaux usées? Ou bien, oui, en fait, c'est une solution très innovative et c'est un outil très utile pour détecter, par exemple, la COVID. Peut-être vous allez me demander comment ça fonctionne. Ça fonctionne par l'analyse des eaux usées dans la communauté et on peut y repérer la présence du virus, ce qui nous a donné des avis très à l'avance pour nous permettre de se préparer parce que ceci nous donnait des indices. Diapo suivante. L'introduction. L'étude et la vérification des eaux usagées par l'écrit a été utilisée déjà parce que ça nous a fourni des indices très à l'avance qu'il y avait un système pour la SARS-CoV-2 qui était le COVID-19. C'est le virus qui a causé le COVID-19. Ce projet a commencé en juillet 28, en 2021, et c'était vraiment un projet dirigé par la communauté. C'était le leadership de la communauté qui nous l'a demandé. Alors, ça a été soutenu aussi par les laboratoires microbiologiques nationaux. Et quand on a travaillé dans les laboratoires au moment de la COVID, il y avait vraiment des protocoles très sérieux qu'ils devaient suivre, des règles très sérieuses pour les employés pour éviter la propagation du virus. Il fallait avoir des gants, des masques particuliers, il fallait avoir des vêtements particuliers, les tuniques, les chemises et vraiment des lunettes aussi. C'était vraiment très important de suivre ce protocole pour s'assurer que la
précision et la fiabilité de la protection était sincère, parce que ça joue un rôle très important sur les efforts que l'on continue de présenter pour la détection et la prévention aussi de la propagation du virus. Pour ce qui est les instruments de laboratoire, on a utilisé une combinaison de matériaux très avancés pour pouvoir détecter la présence du virus, pour pouvoir vraiment le détecter de façon précise. D'abord, on a pris des échantillons d'eau usée. On les a comparés avec d'autres communautés aussi. Et ils ont été virés par le conseil CRI. Ici, ils ont été passés dans leur laboratoire pour l'analyse. Et ici, c'est des petites micro-pipettes de volume variable. On utilise les petits pipettes pour essayer de mesurer, des petites fioles pour mesurer la quantité de liquide et le volume aussi des micro-litres. Numéro 3, c'était le centrifuge. C'est des appareils centrifuges pour séparer le solide des liquides. Utilisant, on les appelle les hématocrites centrifuges. Et ça a été aussi marqué technologiquement par des cartouches particulières. Et ces cartouches contenaient tout ce qu'il fallait pour faire les échantillonnaires et pour séparer aussi et identifier le contenu. L'autre, c'est les appareils technologiques qui s'appellent le GenExpert, PCR, c'est la technologie particulière. C'est un système qui nous permet de diagnostiser. C'est une plateforme qui nous permet de faire le diagnostic et détecter et quantifier le matériel génétique à l'intérieur pour l'identifier et le coder. En conclusion, la surveillance des eaux usées est très importante pour annoncer et prévenir la COVID. Ce sont des méthodes qui impliquent l'analyse, les échantillonnages pour pouvoir détecter la présence du virus et utiliser les informations, l'identifier correctement aussi. Alors, cette approche a plusieurs applications et on en parlera. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Ça a été l'opportunité pour nous de vous présenter ces jeunes qui travaillent sur ces projets. Alors, merci beaucoup de nous avoir permis de vous présenter ceci. Merci beaucoup de vous tous. On s'est déjà rencontrés, mais maintenant, je peux vraiment voir toute l'équipe et toute l'ampleur du travail que vous faites. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est beaucoup de travail et du travail difficile. Alors, merci beaucoup pour vous avoir présenté votre travail aujourd'hui. On apprécie beaucoup. Donc, pour notre prochaine invitée, on va recevoir Émilie Grandam, qui est chef d'équipe du secteur de la recherche de la Commission de la santé des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, elle va vraiment venir nous présenter aujourd'hui le secteur de la recherche de la CSSSPNQL, si je la trouve. Émilie. Donc, c'est à toi. Je vais juste vous dire si ça fonctionne. Non, c'est pas ce que je veux. J'ai de la misère avec mes multiples écrans. Attendez. Ici, je pense que ça va être la bonne. Est-ce que, Audrey, tu peux me dire si c'est le bon écran? Je vois l'écran de ton PowerPoint, comme dans le PowerPoint. OK. Mais je ne vois pas ton... Oui, là, je vois la porte. Oui. Oui, parfait. Et vous m'entendez bien? Merveilleusement. Parfait. Donc, hello, bonjour à tous.
Merci à l'ERSA d'avoir invité la commission à présenter ce midi à votre webinaire. Donc, je vais vous présenter un peu notre organisation, la Commission de la santé, et je vais vous parler un peu plus de notre secteur de la recherche et de nos activités. Donc, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, c'est une organisation à but non lucratif. Nos bureaux sont situés à Wendake, qui est la communauté Huron-Wendat, située juste au nord de la ville de Québec. La commission a été créée en 1994 par les chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et notre mission, c'est d'accompagner les Premières Nations au Québec dans leurs différents objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination. Donc, ça fait bientôt 30 ans que la commission existe et elle a grandi, elle a évolué au cours des années avec tous les projets et les mandats là, qui nous ont été octroyés. On est présentement un peu plus d'une centaine d'employés répartis dans différents grands secteurs d'activité. Donc, on a un secteur de la santé, les services sociaux, le développement social, la petite enfance. On a une équipe de communication, une équipe aux ressources informationnelles, une équipe juridique et on a notre équipe à la recherche. Donc, la commission, donc ça fait partie de ce qu'on appelle les commissions et organismes régionaux de la PNQL. Donc, on a des organisations sœurs qui travaillent chacune sur un champ d'expertise particulier. Donc, le Conseil en éducation des Premières Nations, l'Institut de développement durable qui va travailler plus en termes d'environnement et de territoire, la Commission de développement économique, la Commission de développement des ressources humaines, et il y a aussi le réseau jeunesse là, qui représente les 18-35 ans là, des Premières Nations. Donc, on travaille, nous, la Commission de la santé, en collaboration là, régulière avec l'ensemble des autres organisations qui sont chapeautées par la PNQL. Donc maintenant, par rapport à notre équipe de recherche, donc le secteur de la recherche est devenu un secteur officiellement à la commission en 2004. Ça a commencé tout petit avec 2 personnes et notre secteur a aussi grandi là, depuis maintenant près de 20 ans. Donc, on est actuellement une équipe de 14 personnes et même il y a un 15e poste là, qui vient d'ouvrir. Donc, on est une grande équipe multidisciplinaire. On a des gens qui arrivent de l'épidémiologie, de l'anthropologie, des communications, de la santé communautaire. Donc, on travaille sur de multiples projets que je vais vous présenter à l'instant. Donc, nos champs d'activité sont assez diversifiés au secteur de la recherche. Donc, on œuvre en termes de gouvernance de l'information, d'éthique de la recherche. On fait des projets de recherche, on collabore à des projets de recherche avec le milieu, entre autres, universitaire. On fait de l'évaluation de programmes, on coordonne des enquêtes populationnelles, on fait de la surveillance de l'état de santé et on œuvre dans le renforcement des capacités locales aussi, qui est un de nos objectifs transversaux au secteur. Donc, je vais vous parler un peu plus de chacun de ces grands champs d'activité en vous parlant de ce qu'on va faire en 2023-2024, vraiment nos axes prioritaires pour la prochaine année. Donc, on en a 3. Donc, développer une stratégie régionale de gouvernance de l'information, poursuivre tout ce qui est le développement de connaissances, produire des informations fiables, accessibles, validées, tant scientifiquement que culturellement. Et notre 3e grand axe, c'est celui de l'accompagnement puis du renforcement des capacités des Premières Nations. Donc, je vais aborder chacun des grands axes là, assez rapidement quand même. Je pourrais vous en parler longtemps. Donc, notre premier grand axe, c'est celui de la gouvernance de l'information. Donc, il faut que vous sachiez qu'à la Commission de la santé et des services sociaux, on a le mandat de coordonner une grande stratégie qui vise à mettre en place un centre régional de gouvernance de l'information pour les Premières Nations au Québec. Donc, un centre qui va répondre aux besoins et aux réalités des communautés ici au Québec. Et c'est une grande stratégie que l'on travaille avec l'ensemble des commissions et organismes régionaux de la PNQL. Donc, ce n'est pas seulement l'information en santé et en services sociaux, c'est c'est tous les types d'informations de tous les domaines confondus. Et c'est une grande stratégie qui a aussi un pan national. Donc, dans chacune des provinces canadiennes, il y aura
un nouveau centre régional de gouvernance de l'information qui sera mis, un grand réseau sera formé à partir de tous ces centres. Donc ça, c'est vraiment notre axe prioritaire là, pour, je vous dirais, cette année, mais pour les minimum 3 prochaines années, là, pour cette grande réflexion collective là, que l'on coordonne pour les Premières Nations. Deuxième grand axe prioritaire pour nous, c'est le développement de connaissances et la production d'informations fiables pour les communautés. Donc, entre dans cet axe plusieurs activités. Donc, on a tout ce qui est le développement et la poursuite des enquêtes populationnelles. Donc, la commission, on coordonne depuis plus de 25 ans des enquêtes là, au sein des communautés des Premières Nations. L'enquête phare, celle que vous connaissez peut-être, c'est l'enquête régionale sur la santé, l'ERS. Donc, on est déjà au 4e cycle de l'enquête régionale. Donc, la collecte est en cours au sein des communautés. Et c'est une grande enquête qui permet d'avoir un portrait de l'état de santé et des déterminants pour les Premières Nations qui vivent dans les communautés. On développe également une nouvelle enquête populationnelle qui va porter principalement sur le mieux-être des enfants et des familles et qui va venir combler un manque d'informations sur ce sujet. On a aussi, comme je le disais, on fait de la surveillance de l'état de santé de ces déterminants. Donc, les Premières Nations se sont dotées d'un plan de surveillance propre, spécifique pour les Premières Nations au Québec. Donc, on coordonne ce plan de surveillance. On met à la disposition des communautés des données à jour le plus possible de différentes sources pour que les communautés, les nations et à un niveau collectif, on ait des données sur l'état de santé. On réalise différents projets d'évaluation et de recherche. Par exemple, les derniers projets de recherche qu'on a menés ont porté sur l'itinérance dans les communautés et on a fait aussi dernièrement une recherche sur le phénomène de la négligence, donc en lien avec la protection de la jeunesse. Donc, ces projets de recherche-là viennent répondre à des besoins exprimés par les communautés, là, des besoins de connaissances. On fait aussi beaucoup de collaboration à des projets de recherche externes. Je ne vous cacherai pas qu'on reçoit des dizaines et des dizaines de demandes là, par année pour collaborer, pour être impliqué dans des projets de recherche. Donc, bien sûr, on ne peut pas dire oui à l'ensemble des projets. On a vraiment des critères là, pour choisir et souvent, on y va en fonction aussi de nos capacités et ressources. Notre troisième grand axe prioritaire pour la prochaine année, c'est l'accompagnement, le renforcement des capacités locales et collectives des Premières Nations. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de faciliter l'accès, mais aussi de soutenir l'interprétation puis l'utilisation des données par et pour les Premières Nations. Donc, on a mis en place différents outils. Par exemple, en lien avec notre plan de surveillance, donc on a un portail web qui est accessible, qui est sécurisé, accessible pour les communautés, sur lesquelles elles vont pouvoir consulter leurs propres données, les données de leur nation. On a aussi un outil qui s'appelle iZoom, qui est un outil aussi qui est en ligne, mais qui est vraiment grand public, celui-là. Donc, où on dépose des indicateurs là, de l'état de santé et de ses déterminants, là, vraiment ouverts à tous. On offre du soutien, du support conseil à notre clientèle, donc soit aux communautés, aux organisations des Premières Nations également, donc du soutien personnalisé. On soutient, par exemple, des communautés qui veulent faire elles-mêmes de la collecte de données, qui veulent sonder, consulter leur population sur divers sujets. On accompagne les communautés qui veulent aussi interpréter, analyser, utiliser de la donnée. Donc, c'est toujours du soutien ponctuel et personnalisé aux besoins. Et on a développé aussi, là, au fil des années, différents ateliers, différentes formations qu'on offre gratuitement aux communautés et organisations des Premières Nations et qu'on offre à l'occasion aussi à d'autres milieux là, institutionnels ou académiques. Donc, on a différents ateliers, par exemple, sur le protocole de recherche de la PNQL, un atelier sur l'utilisation des données, un autre sur le cycle d'une donnée et l'importance d'une bonne saisie des données. On peut aussi développer des ateliers, des formations pour répondre à un besoin spécifique d'une communauté. Donc, voilà un peu en gros là, nos objectifs et nos grands projets là, pour l'année en cours. Notre secteur, on fait beaucoup de publications, on a aussi beaucoup de documents de référence. Je vous mets ici nos deux principaux qui vraiment guident l'ensemble de nos travaux. Donc, le protocole de recherche des Premières Nations au Québec et au Labrador, là, auquel le secteur de la recherche, la commission, a grandement contribué à la rédaction. Donc, il y avait eu une première version en 2005, une deuxième version en 2014. Donc, c'est un instrument collectif
Ce sont des grandes lignes directrices où on retrouve l'approche, les principes là, pour faire de la recherche avec les Premières Nations au Québec. Bien sûr, le protocole de recherche de la PNQL ne prévaut pas sur ce que les communautés font. Donc, une communauté, une nation qui a son propre protocole, ses propres lignes directrices, donc vont toujours prévaloir sur le protocole de recherche de la PNQL. Autre document de référence pour nous, un incontournable maintenant, c'est le cadre de référence sur la gouvernance de l'information des Premières Nations au Québec, donc document publié en 2019, où on va retrouver la définition et la vision que les Premières Nations se sont données de la gouvernance de leur information, et on va y retrouver des grands principes. Et ce qu'on souhaite faire avec la stratégie que je vous ai parlé précédemment, c'est de mettre en œuvre ce cadre de référence et ces principes. Donc, le secteur de la recherche, on publie aussi, à chaque fois qu'on a un projet de recherche, d'évaluation, enquête populationnelle, donc toujours soit un rapport, soit des infographies, des fiches, des vidéos qui sont produites, toujours dans un esprit de vulgarisation. Notre première clientèle, ce sont les communautés, les Premières Nations, donc on essaie de rendre l'information la plus accessible et utilisable par les communautés. Et toutes nos publications, nos documents de référence sont accessibles là, sur le site web de la commission, là, dans le centre de documentation. Donc, un peu pour conclure, là, je mettrai l'importance sur les outils qui ont été développés par et pour les Premières Nations, des outils qui ont été développés pour pallier un manque d'information ou pour pallier de l'information qui serait pertinente pour les Premières Nations. Donc, notamment les enquêtes populationnelles dont je vous ai parlé, hein, qui permettent des portraits régionaux, des portraits locaux, mais aussi des portraits nationaux des Premières Nations, puisqu'elles se déploient dans l'ensemble des régions au Canada. On a mis en place au Québec vraiment un système de rapatriement des données communautaires. Donc, chaque communauté maintenant a accès à ces données tirées des enquêtes populationnelles pour ses propres bénéfices. Autre outil, mécanisme vraiment important pour les Premières Nations, c'est le plan de surveillance qu'elles se sont dotées. Donc, plan de surveillance qui s'est inspiré au tout début par le plan de surveillance québécois, mais qui s'en détache de plus en plus par l'ajout de nouveaux indicateurs qui sont spécifiques et culturellement pertinents pour les Premières Nations. Et je vous ai mentionné le portail Prism, là, qui est un outil de plus en plus utilisé par les communautés. On a mis en place aussi au secteur de la recherche avec les années un nouveau service qu'on appelle le comptoir de données, donc qui permet aux communautés et organisations des Premières Nations de faire des demandes statistiques personnalisées. Donc, si elles ont besoin d'une statistique pour répondre à un besoin précis, que la statistique n'existe pas dans PRIS, qu'ils ne la retrouvent pas dans nos publications, donc elles peuvent faire une demande spécifique pour y avoir accès. Et on va traiter, nous, avec nos analystes, leurs demandes et on va les soutenir dans l'utilisation de ces données. Et pour terminer, donc de plus en plus, on essaie de varier nos instruments de collecte, varier aussi des indicateurs qui sont produits pour se rapprocher là, vraiment de mesures qui seraient pertinentes là, au niveau culturel. Donc voilà, c'est beaucoup d'informations. J'espère juste que ça vous a donné le goût de connaître un peu mieux notre organisation puis d'aller lire nos différents documents. Merci Audrey. Ben, merci à toi, Émilie. C'est vraiment un portrait super complet de la CSS PNQL. Puis moi, ça me permet encore plus d'apprécier l'étendue, comme je disais, de votre travail. Donc, merci. Merci d'être là aujourd'hui et de représenter si bien la commission. Juste pour dire que notre collègue, justement, Émilie, va devoir quitter vers 13 heures aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions spécifiques pour elle, je vous invite soit à la contacter avant 13 heures dans le chat ou à nous envoyer des courriels que nous, par la suite, on va lui envoyer les questions là, spécifiques pour la commission. Donc, merci. Et our last two panelists for today are from the Anishinaabe Moose Committee. It's Jamie Vincent and Joylyn. Alors, nos derniers panélistes aujourd'hui, on va vous les présenter maintenant. Où sont vos diapos? Alors, je vais les sortir maintenant. Oui, bonjour. Alors, c'est Jamie Vincent qui va présenter son sujet. Voilà, nous y sommes. Sorry about that, everyone.
Je croyais qu'il y avait une introduction, mais tout d'un coup, me voilà plongée directement. Alors, je suis Anishinaabe et voilà, bonjour. C'est Joycelyn Mwabi. Alors, je suis Anishinaabe. Alors, je suis Algonquin. Je suis Première Nation. Mon nom, c'est Caribou. Et mon nom se traduit en disant la femme du printemps. Et mon nom, c'est Joylyn Wabi. Mais tout le monde m'appelle Joey. Alors ça, voilà pour mon introduction. Alors, on va parler aujourd'hui de notre projet Anishinaabe au sujet de l'original, de l'orignal. Je vais vous présenter ceci aujourd'hui. Alors, comment est-ce que tout cela a commencé? C'est la vie sur une réserve, la vie sauvage sur une réserve. Bon, je crois que j'ai écrit ça quelque part. Alors, vous avez certainement remarqué qu'il y avait vraiment un déclin des animaux chez nous, particulièrement le caribou. Il y avait il y a eu depuis l'orignal, en fait, un déclin sur l'orignal. Alors, comment est-ce que ceci a été fait, cette évaluation? Les gens ont remarqué ça, ils allaient sur la route, ils offraient des pamphlets, des informations, essayant de partager des informations au sujet de la vie sauvage et la vie dans la nature. Alors, on a eu un protocole, on a établi un protocole entre le Conseil des bandes et le gouvernement, et ceci nous a mené à une entente, finalement. Elle a eu un trait, enfin, il y a eu une entente établie au sujet de la chasse de l'orignal. Alors, il fallait préserver la nature et les animaux sauvages. Et c'est-à-dire qu'il y aurait plus d'études qui seraient faites, fondées sur ces résultats. Alors, y aurait-il une expansion de ce mémorium? On ne sait pas. Mémorandum, on ne sait pas. Peut-être que ce sera plus spécifiquement la famille d'une certaine personne qui a décidé de s'occuper de ce projet. À partir de 2021, il n'y a aucune étude qui avait été débutée ou créée ou démarrée. Alors, il fallait partir de ce point et on a créé ce qu'on appelle l'Anishinaabe Moose Committee, le comité pour les orignaux de la communauté. Bon, alors voilà. Ça n'arrête pas d'avoir des pop-up, alors je perds l'écran, dit-elle occasionnellement. Alors, c'est un enjeu qui intéresse toute la nation. C'est suite à une discussion qu'ils ont eue, c'est-à-dire que c'est pas tout simplement à l'intérieur, parce qu'on sait bien qu'on est avant même qu'il y ait eu le traité, nous sommes sur une périphérie. Évidemment, on était capable de se déplacer ici. Mais ce n'était pas nécessairement contenu dans cet espace qui nous avait été désigné, mais c'est ça déplacé. Alors, c'est un enjeu pour toute la nation, parce que la plupart nous sommes au Québec, mais il y en a qui se déplacent aussi en Ontario. Alors, on est limitrophes et on a concentré notre temps sur le rapport préliminaire. Et c'était de militer, pas tout simplement pour savoir ce qui se passait, mais aussi pour essayer de voir exactement qu'est-ce qui se passe. Il faut absolument étendre ce moratoire. Il faut, les années disaient, ça peut pas juste, oui, ça peut pas venir des conseils de banque, non parce que c'est qu'une seule voix, ça ne peut pas venir non plus du gouvernement parce que ce n'est qu'une seule voix, mais ça doit venir des gens qui sont sur le terrain, parce que eux, ils sont là, qui sont les plus respectés d'abord et avant tout, et ils sont sur le terrain eux-mêmes. Alors ça, c'est la liste des noms qui sont sur notre comité. Alors il y a l'aînée, Shannon Chief, c'est une aînée. Elle est de Burial Lake. Et on a aussi d'autres membres du comité. Je vais dire leur nom parce que je crois que c'est important de reconnaître et d'honorer chacun d'entre eux et la contribution qu'ils ont mis là-dedans. On a Anita de Coursier, on a Mike Diabo, David Kestabich, Tricia Brazinet, Son McLean, Jésus Polser,
myself, Joan Lunweby, Amber Hain, and Dale Benoit Zour, and Mile Jolie. Alors, ce comité est... Oups, la diapo lui joue des tours. Alors, tous ceux sont... La plupart des Algonquins sont sur le territoire. Ici, c'est vraiment, on voulait vraiment que ça parte de la communauté, que ce soit par les gens, pour les gens. Alors, c'est vraiment toujours guidé et orienté par les années. Et nous fondons notre système sur un système de gouvernance traditionnelle, c'est-à-dire que fait par les gens qui sont sur le territoire. Et avec ce système, tout le monde est occupé, pas seulement les chefs et les conseillers, pas seulement le gouvernement, par exemple, mais c'est vraiment une gouvernance traditionnelle par les gens, toutes les personnes qui sont sur la communauté. Ça, c'est une espèce de structure qui nous montre un enseignement. C'est un enseignement par Tina. Elle est un Algonquin de Barrier Lake, je crois. Elle nous a enseigné ceci et elle nous partage ce type d'enseignement. Vous allez voir, elle parle de la structure sur laquelle est fondée toute notre histoire. Et si vous voyez à l'intérieur, il y a la connaissance elle-même. Et l'idée derrière tout ça, c'est que c'est les années qui sont complètement imbibées de cette connaissance et qui la partagent. Alors, plutôt que mettre des hommes et des femmes, on n'a pas voulu mettre des femmes, des femelles et des mâles. Alors, ça veut dire aussi que ça inclut les enfants et les adultes et les adultes. Il ne faut pas oublier les autres genres aussi. Alors, on a tout inclus les deux les esprits, les deux esprits. Et alors que vous vous étendez de plus en loin, que vous éloignez du centre, il y a les différents niveaux du cercle de connaissances. Alors, avec le système de gouvernance, par exemple, il y a toute la structure est fondée est entourée par des enseignements sacrés, les 7 enseignements sacrés. Alors, regardez avec respect, honnêteté, amour, humilité, vérité, courage et aussi grande sagesse. On veut vraiment s'accrocher et baser toute notre structure sur ces valeurs. Alors, quand on a eu une retraite en hiver, on a parlé beaucoup de cette idée de protéger l'orignal. Et même Jamie, je crois qu'il était là, mais ils ont dit les orignaux sont leur propre nature, ils se protègent eux-mêmes. Alors, on est arrivé à cette idée de dire, si vous regardez à la terre, si vous retournez, vous observez les orignaux, et là, vous allez vous remarquer qu'ils sont tous connectés, tous interreliés. Alors, le rapport préliminaire était notre première étape. Je crois que Jamie en a déjà parlé ou en parlera à la suite. Alors, merci beaucoup. Oui, j'ai déjà le frisson là. Oui, je ne suis pas un membre anti, mais fais partie du groupe de soutien et de support et je vais vous parler du partenariat. Je vais peut-être vous expliquer un peu comment est-ce que ça se passe. Alors, on va aussi faire des recherches sur les recherches de première ligne et on offrait aussi du soutien. Les organisations de ma communauté, c'est une organisation qui se bat pour la protection de l'environnement et les systèmes de l'environnement aussi. On essaie de former un réseau de volontaires à travers tout le Canada. Et on a aussi partenariat avec Small Change Fund, c'est-à-dire une organisation qui soutient. C'est une organisation de financement. Alors, on a besoin de financement pour supporter cette activité. Donc, ils sont notre équipe de fournisseurs financiers. Alors, la première année, c'était vraiment de baser, fonder, organiser, construire toute notre connaissance, quels étaient nos buts, établir nos buts. Et pour ça, il faut vraiment comprendre la population, toujours se retourner à la structure gouvernementale de notre population et ramener et ajouter à tout cela de la connaissance scientifique et qui soit appropriée. Et
On a produit tout ceci, c'est arrivé comme ça dans toutes les communautés de 21-22 et ça a été, cette équipe a travaillé et formé des équipes d'ateliers de 2 jours et ils discutaient et partageaient des histoires et des connaissances au sujet de leur territoire. Il y a aussi une étude qui a été faite, une enquête, une évaluation aussi au sujet des comportements des populations et, et aussi de la population des orignaux. Alors, une fois que toute cette connaissance a été partagée, recueillie, elles ont été mises sur papier et on a établi les préliminaires. C'est une étude très exhaustive, un rapport extrêmement complet. La population a vraiment, il a été prouvé que la population des orignaux décroît vraiment, elle est vraiment en déclin et que c'est une menace directe parce qu'il y a de la surchasse et il y a trop de permis qui sont émis, il y a des pertes, il y a il y a aussi du braquage. Il y a aussi le phénomène de la température, le changement climatique, les mines qui font du travail minier et aussi l'impact est observé vraiment partout à travers tout l'écosystème. Alors, tous les niveaux sont affectés par cette menace. Et souvent, si on perd la vue de ces phénomènes-là, on risque de grands dégâts. Merci beaucoup. Alors, on a décidé de se rassembler pour prendre soin des orignaux. Et ce rapport préliminaire a été de grande aide. La première idée, c'est de réaliser que les orignaux souffrent de tout ça. Je crois que c'est un commentaire très fort et je pense que si on est tous interreliés et connectés, alors si on pense à la phrase la puissance de cette relation, évidemment, on souffre beaucoup de pression, d'assimilation, de colonisation, surtout pour les Anishinaabe. Alors, c'est vraiment ce que nous allons faire maintenant, on a déjà commencé, c'est de rassembler pour prendre soin de nos orignaux et aussi partager toutes les connaissances que l'on a et les mettre ensemble. Alors, moi, fais partie de cette communauté. Alors, on a commencé une étude à plus long terme. Et on veut aussi commencer à mettre en place certaines des recommandations qui ont été trouvées dans cette étude préalable, essayer de partager la connaissance et aussi noter les violations des règles du gouvernement. Alors, on vous laisse ici avec un soutien qui dit protéger les orignaux. Ça, c'est une lettre qui a été envoyée un petit moment déjà. On parle du moratorium au sujet des orignaux. Il faut vraiment étendre ça davantage. Il faut absolument en parler de manière que tout le monde comprenne aussi. Il faut continuer de protéger ces animaux. Je crois que c'est vraiment très important parce qu'il faut retrouver cette production et cette protection je ne vais pas dire tout le monde. Il y a beaucoup d'entre nous qui adorons les orignaux. On mange des différentes parties, la langue, etc. Bon, il y a des petits délices que l'on peut retirer du caribou. Alors, on aime le partager aussi. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que c'est possible pour vous de partager le lien dans le chat? Alors, si les gens veulent joindre à vous ou relire ce rapport, est-ce que vous pouvez mettre les informations dans le chat? Merci beaucoup pour le travail que vous faites parce que c'est très important. Vous faites de très bon travail. Je suis vraiment très contente de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, merci à tous d'être ici. To everyone.
Si vous avez des questions pour nos panélistes, ça serait le moment. So if you have questions for panelists, now would Si vous avez des questions pour notre panéliste, ce serait maintenant de le faire. Devait partir à 13 heures. Mais si vous avez des questions pour elle, vous pouvez me les envoyer par courriel, puis je vais les transférer. Sinon, si vous avez des questions pour nos collègues ici, je vous invite à les poser maintenant. C'est aussi notre dernier webinaire cette année, donc ça a été toute une expérience, mais je pense que ça finit vraiment en beauté. Donc, je vous invite à lever la main si vous avez des questions, des commentaires. Merci. I have a question. Yeah. Moi, j'ai une question au sujet de la COVID et le traitement des eaux usées. Je suis curieuse. Comment est-ce que ces tests fonctionnent? Est-ce qu'il y a des résultats positifs au sujet de la détection du COVID? Comment est-ce qu'on pourrait le pointer le faire valoir auprès des services santé? Mais ça, c'est vraiment, ça dépend du conseil de santé. Nous, tout ce que nous faisons, c'est trouver, évaluons, faisons des prises d'échantillonnage, on les analyse et on donne les informations. Oui, alors nous, on fait l'étude des eaux usées, on apporte les échantillons, on fait le rapport et après ça, c'est entre leurs mains. Je ne sais pas si un d'entre nous voudrait ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a un processus en place pour le rapport? Oui, il y a déjà un processus en place, oui. J'imagine un peu le système, comment ça fonctionne. C'est incroyable. Je crois que c'est vraiment super bon. C'est un petit peu trop compliqué pour moi, mais je crois que c'est vraiment important ce que vous faites et merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Vous voulez ajouter quelque chose ici? La semaine dernière, Okay, okay, all right. But we also detect other pathogens. on a aussi détecté notre priorité, c'est COVID-19. Oui, il y en a eu d'autres découvertes, mais vraiment, nous étions concentrés sur le COVID. Merci beaucoup. Épatant. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis Elam Emami et je suis professeure et doyenne à la faculté de médecine dentaire de l'Université McGill. J'aimerais demander si, je pense, la secteur de services de santé, parce que c'est plus notre domaine. Est-ce qu'il y en a des recherches qui fait dans la matière de santé bucco-dentaire et quelles sont, par exemple, les initiatives et comment les universités pourraient aider à avancer? Donc, ça, c'est ma question. Et moi-même, j'ai travaillé beaucoup avec communauté CRI dans mon rôle de chercheur JAVE. Je sais pas si la question était claire. I'm not sure if the question was clear, but Elam was asking Je ne sais pas si la question était vraiment claire, mais elle demandait si vous aviez été au courant des recherches qui ont été faites dans les communautés qui sont en lien avec, oui, la santé orale, oui, les recherches sur la santé orale et la santé de la bouche, en fait.
comment est-ce que les universités pouvaient aider, promouvoir dans ce domaine, dans ce secteur? Peut-être plus une question pour la commission, Ah, comme c'est vraiment Oui, c'est davantage assez dans leur déclencheur. mandat. Ouais, I think that would be. Donc, il y a le courriel là, dans le chat si jamais tu voulais Oui, écrire. oui, c'est OK. beau. Merci, très bien. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres commentaires? Does anyone else have questions or comments? Yeah, go que ahead. quelqu'un d'autre aurait des commentaires, des questions? Allez-y, encore une question ici. Moi, j'aurais une question. Attends, Brigitte, il y a Dante. Non, Non, go ahead, Dante. allez-y, Dante. Allez, à votre tour. Allez-y. C'est peut-être un réflexe plutôt. Nous, on a toujours cherché les opportunités pour développer des capacités, particulièrement dans le comité. On a besoin d'expertise, on a besoin de plus de capacités pour l'analyse de l'eau. Pour particulièrement quand on a besoin de vacances, ou particulièrement dans les congés nationaux, ou je sais pas. On a beaucoup besoin d'aide pour la surveillance, particulièrement sur l'eau potable, parce que ce que nous faisons en ce moment, juste surveiller les eaux usagées, c'est bien, mais quand les gens vont dans leur secteur, leur territoire territorial pour la pêche et la chasse, ils boivent de l'eau des ruisseaux, des petites rivières qui coulent, mais ces eaux sont contaminées. C'est pas sécuritaire. Ils utilisent certaines méthodes, évidemment, pour tester l'eau avant de la boire, mais ou bien quelquefois, ils en recueillent dans des petites bouteilles, ils nous les amènent au laboratoire pour les évaluer, mais on n'a pas cette capacité ici. Est-ce qu'on pourrait avoir ou développer cette capacité pour avoir des gens qui pourraient nous aider pour assurer l'eau potable dans nos communautés? Sinon, peut-être une agence pourrait faire cela, particulièrement pour l'utilisation locale de l'eau potable. Moi, j'apprécierais n'importe quelle aide que vous pourriez nous apporter à ce sujet-là. Madame Monette, je ne sais pas si vous essayez de nous parler, mais vous êtes sur mute, donc on ne vous a pas Évidemment, entendu. évidemment. Je I pense was que- just, yeah, I was just saying, I don't know if Je me demandais tout simplement, je ne sais pas si, and I was wondering also if je me demandais aussi si les recherches, a mandate that they si ce serait peut-être pas un mandat qu'ils auraient pour supporter les communautés et essayer d'améliorer, d'augmenter, développer leurs capacités. Est-ce qu'ils feraient pas partie de leur mandat? En ce moment, on n'a pas de capacité de faire des tests. On a seulement les références de ce qu'on a déjà fait. Mais peut-être que quelquefois, on pourrait chercher un peu. Peut-être qu'on peut essayer de créer un pont entre certaines organisations qui le font. Mais on n'a pas, nous, notre propre capacité de faire ça ou cette organisation. Alors, je vais essayer de fournir dans le chat les informations sur le web. Excusez-moi, allez-y. Je pensais tout simplement à le travail que l'on fait avec les universités. Nous faisons des recherches vraiment concentrées sur les communautés. Pas tellement développer la capacité, mais évidemment, il y a le développement de la capacité dans la recherche, mais ça peut arriver, mais surtout pour nous-mêmes. Si vous voulez
comme mettre en contact les associations de recherche et ceux de la première ligne avec les mettre en contact avec Dante. On pourrait peut-être imaginer une façon de trouver du financement pour eux, de sorte qu'ils peuvent faire le travail qu'ils ont besoin de faire dans leur communauté. Je crois que ce serait merveilleux. Je suis aussi curieuse au sujet de Québec. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis très familière avec l'organisation des les ERAS, mais je me demande, je n'ai pas beaucoup de succès, mais je comprends très bien comment vous avez un environnement, vous, de recherche, alors des réseaux de recherche. Alors, je c'est pas pour vous leur renvoyer la balle, mais je me demandais, est-ce que vous, dans votre environnement de recherche, le réseautage que vous faites, oui, on essaie beaucoup, on essaie se rencontre beaucoup avec eux, on essaie vraiment de connecter certaines équipes que nous avons dans notre réseau, mais pour le financement, quelquefois, c'est très, très difficile parce que la plupart des financements, les agences de financement ne financent pas des recherches pour les Autochtones, par les Autochtones et pour les Autochtones, mais c'est quelque chose que nous surveillons tout le temps et nous sommes toujours à un œil là-dessus. Nous militons pour ça et nous essayons vraiment de développer le plus de projets possible et essayer d'aborder les agences le plus possible, essayer de créer des plans stratégiques. C'est déjà extraordinaire. On aimerait vraiment vous aider, peu importe comment, de quelque manière soit-il, on serait vraiment content de vous aider. Youpi! Alors voilà, c'est bien. Oui, merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est très, très, très bien. C'est intéressant parce que moi, j'ai fait aussi mes études à l'Ocean University. Alors, j'étais tellement contente que nous avions tellement de professeurs autochtones parce que normalement, en général, on n'a pas ça ici. Alors, c'est parce que vous savez, j'ai fait du travail social et des études autochtones et du travail social avec les autochtones et c'est un mentorat est vraiment, vraiment, vraiment intéressant avec la vision, la pratique que vous appliquez. C'est vrai, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment été privilégiée. Nous sommes très contentes que vous faites le travail que vous faites et merci beaucoup. Merci, merci pour ce travail. Je sais que tu as une question pour nos invités. Brigitte? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, OK. J'ai une question pour n'importe qui voudrait répondre dans le panel. D'abord, merci beaucoup pour partager votre expérience. C'est très intéressant. Je me demandais comment vous arrivez à parce que je vois que tous les projets que vous avez présentés sont très ancrés dans vos besoins et comment vous arrivez à vous entendre pour dire, voici ce projet-là, nous voulons le choisir plutôt qu'un autre. Comment se fait la décision? Combien ça prend de temps? Et comment vous vous organisez? Est-ce qu'il y a des processus formels ou je ne sais pas? Merci. Do you need me to summarize a question? S'il vous plaît. Pour résumer la question, si je peux le faire, merci beaucoup. Je peux partager mon expérience du projet qu'on a choisi. On a commencé en 60, dans les années 16, je crois. Et il y avait une question d'un groupe d'aînés qui se sont rassemblés et qui ont rencontré les officiaux, les leaders des conseils de bande. Et c'était, je crois, au sujet des logements. C'est une société yoga, je crois qu'il a appelé une société qui s'est organisée à partir de ça. Il faut... C'est-à-dire que la vie sauvage nous quitte, n'est plus avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on n'a plus cette relation avec... on appelle ça ici quand on a une pause pour la chasse aux oies. Et ça arrive 2 fois par année, au printemps et à l'automne. Et il semble qu'il y avait une chute, une décroissance
de ces genres d'animaux et, et les études à travers tout le Canada qui ont observé la croissance et la décroissance des oies. Ils ont conclu que la population des oies n'était pas, ou de la sauvagerie n'était pas aussi grande qu'elle l'était avant. Et selon les années, à partir des conseils des années qui ont fait ces observations-là, ils ont, je crois, décidé ou ils en sont arrivés à faire une équipe de recherche. Et ils ont dit quand ils ont commencé à travailler avec les universités, ils sont limités à cause de la saison qui est très courte. Alors, ils sont limités par la longueur de la saison et aussi. Et ils disent, à part des recherches, ils ont besoin d'un centre de recherche. Alors, cette idée est venue des années en réalité. Ça, c'est pour le projet La pratique yoga. Et quand c'est associé à l'érosion aussi des berges, et c'est là et ça a un double impact. C'est l'impact de l'environnement, les habitats étant détruits. Normalement, tout venait de la communauté, mais maintenant, dû aux constructions qui se font autour, ils ont déplacé la communauté loin de cette île à cause de l'érosion et de tous les autres phénomènes écologiques qui se produisaient. Et ils ont dit que c'était plus sécuritaire de déplacer la communauté ailleurs que sur cette île. Alors, effectivement, c'est la communauté elle-même qui ont observé ces situations-là et qui ont demandé pour davantage de recherche à ce sujet. Alors, ce projet est né de ceci et se continuera probablement pour les prochaines 5 années. Peut-être au sujet de l'étude sur l'érosion, je dirais que d'ici 5 ans ou 10 ans, parce que une fois que cette étude sur l'érosion sera terminée, on pourra déterminer ce qu'il y aura à faire. Alors, c'est une question d'expérience, identifier les recherches et établir aussi, ça dépend du type de projet et de la duration du projet ou de la durée du projet. Et tant qu'ils n'ont pas les réponses, merci beaucoup. Oui, ce sont les aînés dans ces deux cas-là qui ont mis le projet en priorité. Oui, mais ça a été aussi une mobilisation communautaire, si je comprends. Exact. Donc, c'est des besoins c'est pas eux qui choisissent un projet, c'est le besoin qui émerge. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que l'équipe du CERI font, c'est qu'ils mènent des projets de recherche avec les besoins émergents de la communauté. Donc, c'est vraiment, comme on dirait, là, du grassroots, c'est que ça part du bas avant d'être plus organisationnel, si on peut le dire ainsi. Là. And what about you, Joey? Et vous, Joey? Alors, Jamie, comment vous? Je comprends aussi qu'il y a déjà eu des communautés qui voudraient s'exprimer ou qui ont exprimé leur... Ils ont eu des expériences aussi différentes de différentes communautés Anishinaabe aussi. Je peux parler d'une perspective de frontline. Ça vient toujours de la communauté, ça émerge toujours du cœur de la communauté. Les gens qui sont vraiment, ce sont les groupes les plus impactés de manière vraiment disproportionnée, comme c'est comme ça que le financement de Frontline arrive.
C'est très semblable, d'après ce que je peux voir. Les aînés savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et savent exactement ce qui doit être fait. Et après ça, ils se décident de présenter ça et en font un projet. Ils en décident de bâtir un projet à partir de ces données. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réponses. Je crois que pour dû aux changements environnementaux et climatiques aussi, les communautés autochtones sont vraiment affectées de manière incroyable, sont vraiment les plus impactées. Est-ce que cela veut dire, est-ce que on va travailler davantage avec les communautés autochtones? Oui, ici à Frontline, on travaille beaucoup dans ce sens-là, mais aussi n'importe quel autre groupe qui... Oui, ça inclut toutes les communautés, les régions aussi de pauvreté, pas simplement certaines communautés spécifiques, mais merci. Joey, quelqu'un voudra ajouter quelque chose encore? Non, je crois que tout a été bien résumé. Merci beaucoup. On approche à la fin de notre webinaire. Je vais en profiter pour remercier tout le monde qui a participé à la série cette année et aussi tout le monde qui a participé aujourd'hui à ce webinaire qui mettait de l'avant la recherche et les institutions par et pour les communautés. On a eu 3 présentations très différentes, mais très riches, qui contribuent beaucoup, dans le fond, au rayonnement là, de la recherche par les communautés, qui avancent leurs agendas, leurs besoins, qui fait beaucoup aussi de renforcement des capacités au niveau communautaire. Donc, pour nous, c'est vraiment un honneur là, de recevoir ces 3 organisations-là avec nous aujourd'hui. Donc, je vais vous souhaiter un bel été. Je vais vous souhaiter qu'on ait un été plus doux que ce qui a commencé en ce moment. Puis que vous êtes en sécurité aussi en ce moment, peu importe où est-ce que vous vous trouvez. Et au plaisir là, de se revoir l'année prochaine. On va avoir une autre série de webinaires, mais qui va vraiment se concentrer sur la recherche. Et j'ai bien hâte de vous la présenter. Donc, bonne journée à tous.